Bonjour à tous, bienvenue dans les Alpes. Tout de suite, les titres de votre journal. Nous suivrons notamment une formation pour les chauffeurs de poids lourds. Elle est pilotée par la société gestionnaire du tunnel du Fréjus. Il s'agit d'éviter les accidents qui peuvent être dramatiques dans les tunnels. Des ateliers de sécurité plutôt bien acceptés par les principaux intéressés. Nous recevrons aussi dans ce journal Guy Tossato, il est le directeur du musée de Grenoble et il nous parlera de cette visite virtuelle puisque 1600 œuvres du musée ont été mises en ligne. On peut les voir sur internet, le tout avec des détails sur chacune de ces œuvres. Enfin, un mot de météo avec un temps nuageux et orageux cet après-midi sur les Alpes et notamment près des reliefs. Température toujours douce jusqu'à 29 degrés en Isère. Mais d'abord, ils fabriquent et conduisent eux-mêmes de véritables petits bolides de course. Ce matin, les jeunes des Galapia nous ont présenté les voitures qui participeront aux prestigieuses 24 heures du Mans. Cela fait plus de 10 ans qu'ils font le voyage direction la Sarthe. Les voitures seront présentées ce vendredi pendant la parade des pilotes. Elles parcourront aussi la ligne droite des stands samedi. 12 véhicules au total, dont une réalisée avec Toyota. Écoutez l'interview recueillie par Marion Feutry et Didier Albrand ce matin. On a toute une équipe d'enfants encadrés par des adultes qui ont travaillé sur la voiture depuis décembre pour réaliser le master de carrosserie, les moules, réaliser les pièces. Et donc là, la dernière étape, la peinture. C'est toujours intéressant de travailler sur une voiture qui est très inspirée d'une voiture de course, d'un grand constructeur automobile qui est notre partenaire. Et on a l'euphorie d'aller la présenter directement à Toyota sur le circuit des 24 heures du Mans. Donc c'est un petit peu particulier. C'est comme ça chaque année, depuis le dernier grand incendie de juin 2005, la société gestionnaire du tunnel du Fréjus organise une campagne d'information auprès des chauffeurs routiers qui empruntent chaque jour cet axe qui relie la France à l'Italie. Cette année, les conducteurs étaient invités à faire une pause au village sécurité pour passer des tests. Céline Aubert, Didier Albrand. C'est comme un jeu vidéo aux commandes d'un 40 tonnes. La machine peut simuler n'importe quelle situation d'urgence, verglas, neige, brouillard. Pour le conducteur, il faut avoir le bon réflexe pour éviter l'accident. En général, les conducteurs, même s'ils ont un problème de frein, ils vont hésiter, voire ils ne vont pas y aller du tout. Et donc ils vont avoir un accident, alors qu'en fait, s'ils avaient été dans le lit d'arrêt d'urgence, il n'y aurait pas eu de problème. Vous voyez, le véhicule s'est arrêté tout seul, il s'arrête tout seul sans freiner. Parce que le camion s'enterre dans le sable. Toute la semaine, les poids lourds qui se dirigent vers le tunnel du Fréjus sont déroutés sur cette aire où ils sont invités à passer des tests de sécurité. La simulation est très bien, elle correspond bien à la réalité. Elle te fait bien comprendre les problèmes que tu pourrais rencontrer sur la route. Un accident, le camion qui tangue, que tu n'arrives pas à contrôler. 10 ans que la société gestionnaire du tunnel du Fréjus organise cette campagne d'information pour éviter une catastrophe comme celle de 2005. L'incendie d'un camion avait fait 2 morts dans un couloir de fumée chauffé à blanc. Et comment oublier le drame du Mont Blanc, 39 morts en 1999. Depuis, les conditions de sécurité ont été renforcées dans les tunnels, mais les mentalités ont encore du mal à changer. Je pense qu'il faut que les conducteurs prennent conscience du danger qu'ils encourent et du danger qu'ils font encourir aux autres automobilistes, d'une part, mais nous également sur le réseau, quand nous avons des travaux, il faut encourir du danger à nos personnels. Dans les accidents de camions, la première cause, ce sont les écrans, téléphones portables et même télévision. Les cas ne sont pas en augmentation, mais lorsqu'un poids lourd est impliqué, les conséquences sont souvent dramatiques. Économie, la Haute-Savoie accueille en ce moment jusqu'au 19 juin les Oséades. Il s'agit d'une manifestation mise en place pour aider celles et ceux qui veulent entreprendre. On leur donne plein de bons conseils pour franchir le pas. Émilie Rousseau et Franck Serroni ont justement rencontré un jeune qui a profité de ces journées de formation pour se lancer. Des combis, Miguel Turnès en conduit depuis qu'il a 20 ans. Mais cela fait 3 mois seulement qu'il les propose à la location. Donc c'est des véhicules qui ont 2 couchages, donc on peut partir à 4 personnes. Et on peut se tenir debout quand on veut faire la vaisselle. Le jeune entrepreneur prépare donc sa première saison. Prothésiste dentaire de formation, il a décidé de se lancer seul dans le monde de l'entreprise. Ce qui est le plus dur pour nous en tant que jeune entrepreneur, c'est parfois de prendre de la hauteur sur notre projet en fait. C'est-à-dire qu'on est tête dans le guidon, on est surchargé de travail, de tout ce qu'il y a à faire parce qu'il y a souvent des dates, des échéances. Même si on est dans un secteur qu'on connaît, à moins d'avoir fait une école de commerce et d'avoir été formé pour ça,
Je pense que c'est quand même intéressant d'avoir des accompagnateurs qui suivent le projet. Se faire accompagner, se faire conseiller, c'est ce qui a poussé Miguel à assister aux Oséades l'année dernière. Ateliers, conférences sur le réseautage, le business plan ou le statut juridique. Si vous faites l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, c'est la totalité de votre patrimoine qui va être concernée par cette procédure. Cette année encore, près de 2000 futurs aventuriers viennent y décrypter les règles du jeu. Ça permet aussi de rencontrer d'autres personnes, de bénéficier de retours de témoignages, de personnes qui ont déjà créé leurs entreprises. Il n'y a pas forcément l'adhésion de la famille sur ce genre de projet. Et au moins, c'est vrai qu'on se sent moins seul quand on voit d'autres personnes qui ont les mêmes problématiques. Pousser à la création, stimuler l'innovation pour assurer la relève. L'idée, c'est d'avoir toujours des jeunes en activité et qui viennent renouveler les anciens qui partent. Dans ce département, on va avoir quand même près de 10 000 entreprises qui vont, à un moment donné, être à transmettre. On a 80 000 salariés qui, eux-mêmes, dans les 10 ans, ne seront plus sur le secteur en activité. Chaque année, la CCI de Haute-Savoie accueille près de 4000 nouveaux projets. Plus d'un quart passe le cap des 3 ans. Suite de notre série consacrée au camp situé avenue Esmonin à Grenoble. Vous le savez, plusieurs centaines de personnes, dont beaucoup de Roms, vivent dans des conditions déplorables, et notamment du point de vue de la santé, une question cruciale pour ces familles. Cédric Picot, Dominique Semet. Bonjour. Allez, on y va. Venez. C'est une découverte pour Adela. Allez-y. Enceinte de 5 mois, elle a rendez-vous avec une sage-femme. À 25 ans, cette jeune Rome de Roumanie a déjà vécu 5 grossesses, mais jusqu'ici, elle n'avait jamais bénéficié de suivi médical. Moi, je suis la sage-femme. Dans ce centre de santé, la situation n'a rien d'exceptionnel. La plupart des femmes roms qui viennent ici n'ont jamais rencontré de professionnels de santé, que ce soit en Roumanie ou en France. Il s'agit de pouvoir créer un lien de confiance, qu'elles comprennent qui on est, pourquoi elles sont là, qu'est-ce qu'on peut leur apporter, parce qu'en général, en fait, elles n'ont pas de demande réelle. Elles sont là parce qu'on les a orientées ici, ou voilà, leurs copines, leurs familles, leurs voisins leur ont dit que c'était intéressant de pouvoir avoir une échographie, mais elles ont une méconnaissance totale. On estime que 9 femmes roms sur 10 ne sont pas suivies pendant leur grossesse. Pour cette population, la mortalité infantile est jusqu'à 3 fois supérieure à celle des autres Européens. Mis à l'écart du système de soins dans leur pays, les Roms ont un état de santé alarmant et leur mode de vie précaire n'arrange rien. Où est-ce que vous vivez en ce moment? Vous dormez où? Elle dit ici, mais elle ne sait pas où. D'accord. Une grande place? Non. À Esmonin. Vie en campement et manque de vaccination, un Rom de Roumanie est 25 fois plus exposé à la tuberculose qu'un ressortissant français. Après 3 mois de séjour continu sur le territoire, ces citoyens européens peuvent bénéficier d'une couverture santé à minima, l'aide médicale d'État. C'est pas sans difficulté administrative, c'est sûr, et c'est aussi difficile, avant de prétendre à ces droits, il faut les connaître, en avoir l'autonomie nécessaire. Et puis, du coup, c'est sûr qu'il y a toujours des barrières et des freins administratifs qui compliquent l'accès aux droits, mais une majorité de personnes, à terme, pas sans embûches, mais arrivent à ouvrir leurs droits. Au revoir, à bientôt. Grâce à cette prise en charge, les Roms peuvent espérer vivre un peu mieux et surtout un peu plus longtemps. En moyenne, leur espérance de vie est inférieure de près de 20 ans à celle des autres Européens. Quel est l'impact des pesticides viticoles sur les lacs situés près de ces vignes? Va-t-on vers une baisse de leur utilisation? Eh bien, des chercheurs issus notamment de l'Université de Savoie se penchent actuellement sur ces questions et c'est l'objet de notre chronique scientifique préparée par Xavier Schmitt et Jean-Pierre Rivet. Le lac Saint-André, un joli coin de baignade au milieu des vignes. Pour le géologue Pierre Sabatier, c'est un terrain scientifique. En décembre 2011, il a prélevé des sédiments dans le fond du lac. 3 carottages sur 1 mètre de profondeur. Au départ, il s'agit de compléter la connaissance des lacs alpins. Donc l'idée ici, c'était d'essayer de reconstituer les pratiques viticoles au cours des 100-150 dernières années et pour voir quel est l'impact de ces pratiques sur le milieu, à la fois sur le bassin versant et également sur le lac en lui-même. Les sédiments sont les archives du sol. Ils enregistrent le climat, la végétation ou l'activité humaine. Après 3 ans d'analyse, les carottes du lac Saint-André ont parlé. Elles révèlent la persistance des pesticides viticoles.
Pierre Sabatier et 11 autres chercheurs ont retracé 150 ans de lutte chimique contre les maladies de la vigne, à commencer par la bouillie bordelaise lancée à la fin du 19e siècle contre le mildiou. On a pu voir qu'on avait une augmentation du cuivre et du zinc, donc qui commençait en général à partir des années 1900 pour le cuivre et qui augmentait très rapidement dans les années 40 et qui marquait très bien, on va dire, la chronologie d'utilisation de la bouillie bordelaise dans le bassin versant. Fongicides, herbicides, insecticides, 12 produits ont été identifiés avec leur chronologie. Atrazine, captane, glyphosate, certains sont interdits aujourd'hui. Le plus tenace, le DDT, un insecticide banni en 1972 et qui perdure dans les sédiments des années 90. Le grand plus de notre travail, c'est de montrer que l'écosystème a une mémoire, il y a du stockage dans les sols, qui se relargue à des périodes différentes, et que donc, de toute manière, quand on utilise quelque chose aujourd'hui, ça peut aussi avoir des conséquences à long terme. Les chercheurs l'ont constaté, les traces de pesticides se font plus rares dans les couches sédimentaires les plus récentes. C'est le reflet de nouvelles pratiques viticoles plus respectueuses de la nature. Aujourd'hui, vous verrez l'imposition de l'enherbement des vignes, et puis aussi l'adhésion à un bulletin aussi technique viticole qui émane de nos techniciens, justement pour aller dans le sens de la réduction des intrants dans le domaine de la protection phytosanitaire. C'est la radioactivité naturelle et artificielle qui permet de dater les pesticides. Elle renseigne aussi sur l'érosion passée induite par les désherbants. À partir des années 70, on a un doublement du taux de sédimentation. Ça veut dire qu'on augmente l'érosion dans le bassin versant, en particulier liée aux activités viticoles. Ensuite, on a à la fois encore un deuxième doublement. Dans les années 90, il y a une intensification de l'usage du bassin versant. Les révélations du lac Saint-André ont été publiées par l'Académie des sciences des États-Unis. D'autres chercheurs devront étendre l'étude à l'impact des anciens pesticides sur le milieu aquatique. Une rencontre maintenant, rencontre avec Guillaume Cardinet. Cet Isérois a tout récemment remporté le titre de vice-champion du monde des fromagers 2015. Et pourtant, il y a 5 ans encore, Guillaume travaillait dans le BTP. Ce passionné des fromages a savouré sa victoire auprès de ses fans présents sur le marché de Haute-Rive. Jean-Christophe Pain, Dominique Bourget étaient présents. Ce matin, il y a une ambiance, il y a de la joie. Il y a de la joie. On a bien arrosé ce titre de vice-champion du monde hier à la maison. J'ai pas les idées bien claires, ça c'est clair. Comme ceci, le Tito Suerati. Et c'est vrai que je suis pas passé en boutique. J'ai préféré tout de suite enchaîner sur les marchés. J'aime le côté un petit peu manutention. C'est physique, il y a un contact, il y a un rapport, et les gens reviennent au marché. Et c'était l'une des épreuves qu'on a retrouvées au championnat du monde des fromagers. Ah oui. Il y avait 8 heures d'épreuves. Oui. Et dans ces épreuves, il y avait 1 heure consacrée à la sculpture sur fromage. Il sait nous faire aussi découvrir des nouveautés. Quand il voit que de semaine en semaine, c'est un peu trop répétitif, qu'on prend toujours la même chose, il nous dit « Je te propose cette petite nouveauté, j'ai quelque chose qui va te plaire ». Et quand on a su que les Américains ils venaient travailler, on s'est dit « Bon, on va leur montrer qu'en France, on sait travailler avec des produits un petit peu originaux ». Il fallait se différencier, c'est les championnats du monde. Vous avez des gens qui arrivent du Japon, vous avez des gens qui arrivent de Belgique, qui sont très forts, les Belges sont très forts. Mais la victoire n'aurait pas été possible sans son épouse Virginie. Il y avait une recette fromagère à réaliser à partir d'une Sainte-Maure de Touraine. Et Virginie a retravaillé la Sainte-Maure de Touraine à la maison en la détendant avec un peu de crème et un peu de chantilly. Et elle nous a fait un crémeux d'ananas en alliance. Tout ça sur un petit palais de graines de sésame et de chocolat dolce. Aujourd'hui, à Haute-Rive, Guillaume, c'était la star du marché. Bravo, bravo. Merci. Il n'y a que le champagne. C'est une petite révolution culturelle. Le musée de Grenoble met en ligne 1600 œuvres de sa collection. Une façon de découvrir ou redécouvrir les tableaux, les pièces qui vous ont marqué. Pour en parler, je reçois Guito Sato. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du musée de Grenoble. Comment est née cette idée ? Elle est née à partir du moment où on a commencé à numériser nos collections. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu un gros travail de photographie numérique des collections. Et avec ce matériel, on s'est dit on peut tout à coup penser à une mise en ligne. Et on a travaillé sur notre site qui a été complètement refondu il y a 1 an et demi.
Et c'est à partir de là qu'on a commencé à, je dirais, concrétiser l'idée de mettre nos collections en ligne. Quel est l'objectif ? L'objectif, c'est véritablement de proposer aux visiteurs une possibilité à la fois de préparer sa visite, hein, avant même de venir au musée, de découvrir les collections qu'il va voir. Et ensuite, une fois qu'il a vu le musée, de pouvoir poursuivre chez lui tranquillement sa visite, approfondir ce qu'il a vu en ayant accès à cette collection, donc à partir de son ordinateur. Rien ne vaut pour autant une visite réelle par rapport à la visite virtuelle, on est bien d'accord? On est d'accord, je crois que le contact direct avec l'œuvre est irremplaçable. Maintenant, je dirais qu'en dehors de cette relation, je dirais presque physique à l'œuvre, il est nécessaire aussi de pouvoir, après ou avant, avoir des informations qu'on n'a pas forcément au musée directement. Donc c'est aussi cela, hein, la mise en ligne de ces collections. 1600 œuvres sur combien d'œuvres au total? Comment se sont faits vos choix? Comment avez-vous choisi les œuvres que vous avez mises en ligne? Alors le choix s'est porté d'abord sur les œuvres que le public effectivement peut découvrir dans le musée, mais aussi les œuvres auxquelles il n'a pas forcément accès. Je pense par exemple à toutes les œuvres sur papier qui ne sont pas malheureusement, pour des questions de conservation, présentées en permanence. Il y a énormément d'œuvres sur papier qui sont maintenant en ligne et qui permettent justement de connaître notre collection d'art graphique qui est magnifique. Même chose pour des départements qu'on ne présente pas forcément, comme les arts asiatiques ou les arts primitifs. Et là, pour le coup, tout ça est en ligne maintenant, ce qui permet de donner une perception beaucoup plus riche, beaucoup plus large des collections du musée de Grenoble, qui sont déjà, comme vous le savez, très très riches. Oui. C'est amené à se développer? Bien sûr, hein, c'est le début d'un long chantier qui va prendre certainement plusieurs années, mais pour nous c'est passionnant, bien sûr, et je pense que pour le public aussi, enfin en tout cas je l'espère. Merci beaucoup, Guy Tossato, d'être venu sur notre plateau. Merci infiniment. Un mot de cyclisme avec le Critérium du Dauphiné. Hier, c'était le contre-la-montre par équipe entre Roanne et Montagny. La formation américaine BMC a signé le meilleur temps avec 29 minutes 58 secondes. Une performance synonyme de maillot jaune pour l'Australien Rohan Dennis. L'équipe Astana de l'Italien Vincenzo Nibali a pris la deuxième place devant la Movistar de l'Espagnol Alejandro Valverde. Aujourd'hui, mercredi, 4e étape, les coureurs iront d'Anneyron dans la Drôme jusqu'à Sisteron dans les Alpes de Haute-Provence, soit 228 km. Et c'est la fin de ce journal. L'actualité continue sur le site alpes.france3.fr. Tout de suite, la météo puis l'édition nationale. Ce soir à 19h, vous retrouverez Daniel Despins pour un nouveau point sur l'actualité dans les Alpes. Passez une très belle après-midi. Bon appétit.